On vous a beaucoup parlé de la nouvelle réglementation 2026 en ce début d'année et notamment des moteurs. Mais il n'y a pas que ça qui change. Cette année marque l'introduction en Formule 1 de l'aéro actif. Entre le mode virage, le mode ligne droite, le mode intermédiaire, les conséquences sur les voitures, si vous ne comprenez pas tout ou que vous êtes un petit peu perdu, ne paniquez pas, vous êtes au bon endroit. Après la vidéo de la semaine dernière où je vous présentais en détail les moteurs de cette nouvelle saison, aujourd'hui je vais tout vous expliquer sur l'aéroactif des Formule 1 de 2026. Avant de commencer, il est important de faire quelques rappels de base. Déjà, l'aérodynamisme, c'est quoi? Lorsqu'une Formule 1 roule à 300 km/h par exemple, elle est confrontée à un facteur extrêmement important, l'air. L'aérodynamisme, c'est la manière dont l'air est utilisé pour rendre la voiture plus rapide et plus stable. Les ingénieurs développent donc des pièces qui servent à rediriger le flux d'air sur la voiture, notamment via les ailerons, les bargeboards ou encore les pontons. L'aéro d'une Formule 1 s'articule autour de trois concepts clés. L'appui aérodynamique, la traînée aérodynamique et ce qu'on appelle le dirty air. Alors, on va revenir sur ces trois termes et on va commencer par l'appui aérodynamique. Qu'est-ce que c'est? L'appui aéro, c'est le fait d'utiliser la force créée par le passage de l'air pour plaquer la voiture au sol. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple, l'aileron arrière. Lorsqu'il est en position fermée, il fait obstacle à l'air, un peu comme un mur. L'air est donc dévié vers le haut, ce qui va créer une force et plaquer la voiture sur le sol, créant alors plus d'appui. C'est ce qu'on appelle du coup l'appui aérodynamique. Cet appui, il est très important en Formule 1 car il apporte de la stabilité, un peu comme si la voiture était sur des rails, et c'est grâce à lui si la monoplace peut freiner plus tard et plus fort, tout en conservant davantage de vitesse dans les virages lents et à moyenne vitesse. Le problème, lorsqu'on crée de l'appui aérodynamique, on crée aussi ce qu'on appelle de la traînée aérodynamique. La traînée, c'est la résistance de l'air qui freine la voiture en ligne droite. Plus on va chercher à plaquer la voiture au sol, plus l'air va ralentir la voiture, ce qui lui fait perdre en vitesse de pointe. En résumé, plus la voiture va avoir de l'appui aérodynamique, plus la traînée va être importante. Pour réduire justement cette traînée, on va donc faire en sorte de faciliter le passage d'air sur la voiture. Si on reprend l'exemple du coup de l'aileron arrière, l'objectif est de laisser passer l'air le plus facilement possible en créant le moins de résistance, avec un aileron moins haut et surtout plus plat. Moins on aura de la traînée aérodynamique, vous l'avez compris, plus la vitesse de pointe va être importante. Du coup, l'enjeu pour les ingénieurs, chaque week-end de course, c'est de trouver le bon compromis entre avoir assez d'appui aéro, mais ne pas non plus avoir trop de traînée pour avoir la voiture la plus performante possible en fonction des circuits. Par exemple, Monaco, on va venir privilégier un réglage avec beaucoup d'appui, quitte à sacrifier la vitesse de pointe pour être rapide en virage, au contraire par exemple de Monza, où là on va réduire la traînée pour avoir la vitesse de pointe la plus élevée possible. Pour terminer avec les termes techniques, il faut parler du pire ennemi de la Formule 1 sur ces dernières années, le dirty air, qu'on peut aussi traduire par air sale. Lorsqu'une Formule 1 roule à plus de 300 km/h, elle bouleverse totalement l'air autour d'elle et laisse dans son sillage un flux extrêmement turbulent et beaucoup plus chaud. Le problème, c'est que les voitures qui suivent n'ont pas été conçues pour évoluer dans ce type de conditions. Résultat, en traversant cet air perturbé, leur aileron et leur aérodynamisme devient beaucoup moins efficace, ce qui entraîne une perte importante d'appui aéro. Qui dit perte d'appui, dit une voiture moins stable, qui va glisser dans les virages, qui surchauffe les pneus. Bref, ça devient donc très difficile de rester proche d'une autre voiture et encore plus de la dépasser. Bon, maintenant, vous connaissez les principes aéro de base, on va enfin pouvoir rentrer un peu plus en profondeur et parler de la grosse nouveauté de 2026, l'aéro actif. En 2026, on a beaucoup de changements sur les voitures, pas seulement sur le moteur, mais aussi sur les châssis et surtout sur les pièces aéro. Pour faire simple, les voitures sont plus légères, plus petites, moins larges et le fond plat, qui est le plancher, a lui aussi subi de très gros changements. Entre 2022 et 2025, les fonds plats étaient creux sous la voiture, ce qui signifie que l'air qui circulait était aspiré sous la voiture, ce qui avait pour effet de la plaquer au sol grâce à un effet de succion. C'est ce qu'on appelle l'effet de sol et ça permettait de créer beaucoup d'appui sur les voitures.
Malheureusement, ces fonds plats créaient du dirty air, mais aussi du bottoming. Alors, pour faire très simple, c'est quand les voitures étaient trop proches du sol, l'air ne passait plus sous la voiture, donc la voiture se relevait à nouveau pour relaisser passer l'air, qui replaquait la voiture au sol. Bref, résultat, les voitures rebondissaient en boucle. Ce phénomène était un problème sur la dernière réglementation et donc c'était difficile pour les équipes de trouver une bonne fenêtre d'utilisation. Sauf qu'en 2026, c'est terminé. La Formule 1 est revenue sur des fonds plats plus plats, ce qui a pour effet de réduire l'appui aérodynamique. L'autre gros changement se situe au niveau des ailerons avant et arrière. Déjà, le design a été simplifié par rapport aux années précédentes, notamment au niveau de l'aileron arrière, mais surtout c'est l'arrivée de l'aéroactive. L'aéroactive va permettre au pilote de changer manuellement la position des ailerons de la voiture pendant qu'il roule. Et pour ça, le pilote aura à sa disposition plusieurs modes. Le premier mode, c'est le mode virage. Bon, c'est un peu le mode de base avec des ailerons en position normale et dont le but est de créer le plus d'appui possible. Vous entendrez sûrement les ingénieurs l'appeler le mode CM pour Corner Mode en anglais. Ce mode, il est disponible tout le temps et pour tout le monde, c'est vraiment la position basique des ailerons sur la voiture. Vient ensuite le deuxième mode, présenté par la FIA, qui est le mode ligne droite. À l'activation de ce mode, les deux flaps de l'aileron avant et le flap supérieur de l'aileron arrière vont se baisser, un petit peu à l'image de la façon dont fonctionnait le DRS. Ce mode aéro, il va permettre de réduire la traînée en laissant l'air circuler plus facilement autour de la voiture. Ça aide donc la voiture à accélérer plus fort, à atteindre des vitesses de pointe beaucoup plus élevées qu'avec le mode virage. Là aussi, petit conseil, préparez-vous à entendre les ingénieurs appeler ça le SLM pour Straight Line Mode en anglais. Ce mode, il sera donc disponible pour tout le monde, tout le temps, à la seule condition d'être dans une zone d'activation du circuit. Ces zones, elles seront définies par la FIA pour chaque circuit, comme par exemple à Bahreïn avec la ligne de départ-arrivée, et ce sera la seule condition d'utilisation pour le mode ligne droite. Pas besoin d'être à moins d'une seconde, comme ça pouvait être le cas l'année dernière avec le DRS. Ce que je viens de vous présenter, c'est ce que la FIA nous a présenté. Mais en réalité, il existe un troisième mode qui pourra remplacer le mode ligne droite, c'est le mode intermédiaire. On a eu la chance de le voir en action pour la première fois lors des tests privés à Barcelone, vu qu'on a eu un petit peu de pluie. Ce mode intermédiaire, il actionne seulement l'aileron avant. Il permet de réduire légèrement la traînée, tout en gardant l'appui grâce à l'aileron arrière qui, lui, reste en mode virage. On pourra le voir uniquement à certains moments qui seront imposés par la FIA, comme par exemple dans des conditions humides ou dans des courbes rapides spécifiques, par exemple le deuxième secteur du Grand Prix d'Australie, là où l'utilisation du mode ligne droite pourrait provoquer trop de sous-virages qui pourrait devenir dangereux pour les pilotes. L'utilisation du mode intermédiaire, il est imposé par la FIA si elle estime qu'il est utile ou non. Ce n'est pas le pilote qui décide. Même chose, l'aéroactive peut être désactivée par la FIA si elle estime que les conditions ne sont pas adaptées, par exemple sous safety car, dans une zone de drapeau jaune, ou encore lorsque la pluie est trop forte. Bon, normalement, maintenant, vous avez compris comment fonctionne l'aéroactif. Maintenant, on va voir comment les équipes l'ont mise en place. Parce que lors des tests à Barcelone, on a pu voir quelques concepts assez différents en fonction des écuries. Dans un premier temps, on va s'attarder donc sur l'aileron avant. On va vulgariser un petit peu pour que ça reste compréhensible, mais en 2026, un aileron avant est composé de 3 éléments. Le plan principal et les 2 flaps supérieurs. Ce que dit la réglementation, c'est que l'aéroactif peut être placé sur les 2 flaps supérieurs pour que lorsqu'on passe en mode ligne droite, les 2 flaps se baissent et fassent plus facilement passer l'air. C'est ce que toutes les équipes ont fait, à l'exception d'une seule, Mercedes, qui n'a placé le mécanisme que sur le flap supérieur de l'aileron avant. En théorie, du coup, lorsque la Mercedes passe en mode ligne droite, elle réduit un peu moins sa traînée que les autres et garde un petit peu plus d'appui. Alors, est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que Mercedes a voulu simplement essayer quelque chose? Difficile à dire, j'en sais rien. En tout cas, c'est la seule écurie à avoir tenté quelque chose de différent sur l'aileron avant. Pour ce qui concerne l'aileron arrière, il est composé de 2 éléments. Vous avez le plan principal et le flap supérieur. Encore une fois, pour faire très simple, les dernières années avec le DRS, le flap supérieur se levait pour laisser passer l'air entre le plan principal et le flap supérieur de l'aileron arrière. À Barcelone, la majorité des équipes ont repris le même concept que le DRS pour le mode ligne droite. Et en vrai, ça se comprend.
C'est un concept qu'elle maîtrise déjà et qui permet surtout de canaliser le passage de l'air entre le flap principal et le flap. Sauf que lors de ces mêmes essais, à Barcelone, une équipe a testé un concept totalement différent. Et là, on parle d'Alpine. Au lieu d'avoir le flap supérieur qui se lève à l'activation du mode ligne droite, le flap supérieur, cette fois-ci, se couche, ce qui donne un aileron arrière quasiment plat. Alors là aussi, est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que ça fait une vraie différence avec ce que les autres équipes ont fait? J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, Alpine est la seule équipe à avoir essayé un concept qui se rapproche de l'aéroactif présenté par la Formule 1. Bon, maintenant, vous savez ce que c'est que l'aéroactif, vous savez comment ça fonctionne, vous savez qui fait quoi. Maintenant, il serait temps de voir pourquoi ça a été mis en place et surtout quels sont les enjeux autour de son introduction en 2026. L'arrivée de l'aéroactif en Formule 1 est un très gros changement. Mais en vrai, quel est son objectif? Déjà, le premier, c'est d'aider la voiture à réduire sa traînée aérodynamique. Avec l'introduction des nouveaux moteurs et surtout la partie électrique qui a énormément augmenté, les pilotes auraient presque dû freiner en milieu de ligne droite pour récupérer de l'énergie. Ça, c'est si la traînée n'avait pas été réduite par rapport aux voitures de 2025. Le deuxième objectif, forcément, c'est le spectacle et le divertissement. Entre les modes aéro, les modes moteur, les changements faits sur le fond plat, le but de la FIA, c'est clairement d'augmenter le nombre de dépassements et surtout l'action en piste, en aidant beaucoup plus les pilotes à se créer des opportunités de dépassement. Alors, sur le papier, ça peut fonctionner. Maintenant, on verra ce que ça donne sur la piste. Parce qu'il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte et qui limitait beaucoup les dépassements ces dernières années, c'est le dirty air. Pour contrer ça, la FIA a fait en sorte que les voitures de 2026 perturbent beaucoup moins l'air pour les monoplaces qui suivent. Et pour ça, on passe par le retour des fonds plats plus plats, comme je vous l'ai dit, l'introduction de l'aéroactive qui va dans ce sens, puisqu'elle permet de laisser passer l'air plus facilement, mais aussi par le design de certaines pièces. Je vais pas vous refaire tout l'aéro d'une Formule 1, parce que honnêtement, je pense qu'il y en aurait pour des heures, et puis je suis pas un ingénieur, je suis pas un aérodynamicien, mais en résumé, la FIA a demandé aux équipes de concevoir des voitures avec un concept qu'on appelle in-wash. Le concept in-wash, c'est le fait de ramener l'air vers l'intérieur de la voiture sur les éléments aérodynamiques comme par exemple l'aileron, le fond plat ou encore les pontons. Ça permet d'avoir un air beaucoup plus contrôlé, moins perturbé, surtout pour la voiture qui suit. A l'inverse, du coup, le outwash, si vous en entendez parler, ça consiste à pousser l'air vers l'extérieur de la voiture, ce qui crée de violentes perturbations pour les voitures qui suivent. Maintenant, ce qu'il faut voir à Bahreïn, c'est si les voitures vont respecter vraiment cette philosophie, qui pourrait certes aider à réduire le dirty air, même si en réalité, les équipes sont un peu hypocrites sur ce point. Elles se plaignent toutes du dirty air, mais en vrai, elles essayent toutes d'en créer. Parce que si votre voiture génère du dirty air, elle empêche les voitures de derrière de vous rattraper et de vous dépasser. Mais si tout le monde fait ça, vous ne rattrapez personne et du coup, on tombe dans un cercle vicieux. La dernière chose importante dont je voudrais vous parler, c'est les enjeux de cette réglementation en ce qui concerne l'aéro. On l'a vu dans la vidéo sur les moteurs, le point clé de 2026, ça va être la gestion et la recharge des batteries. Et du coup, la question, c'est au niveau de l'aéro, qu'est-ce que ça donne ? Comparé aux voitures de 2025, les F1 en 2026 auront beaucoup moins d'appui. Et ça s'explique par la réduction de la taille, ça s'explique par la réduction du poids, le changement des fonds plats. Et sur la piste, du coup, ça va avoir un impact important. Les voitures vont freiner plus tôt, elles vont passer moins vite dans les virages et seront beaucoup plus sensibles, mais aussi plus maniables. L'enjeu pour les équipes et les ingénieurs sera donc de créer un maximum d'appui aéro possible. Néanmoins, avec l'arrivée de l'aéroactif, ce sera beaucoup moins important de trouver un juste milieu entre l'appui aéro et la traînée aérodynamique. Si une équipe parvient à trouver un moyen de générer plus d'appui que les autres, elle pourrait prendre un énorme avantage, car ça aurait un impact en fait dans de nombreux domaines. Une meilleure vitesse de passage en virage, donc un gain de temps, des freinages plus tardifs et plus puissants, ce qui permet de là aussi de gagner du temps, et surtout des freinages plus forts qui permettent également de récupérer plus d'énergie cinétique via le MGUK et donc de recharger la batterie plus rapidement. En plus de la performance du moteur, le développement aérodynamique des voitures sera donc un élément clé dans la recherche de performance pour cette saison de 2026. Personnellement, j'ai vraiment hâte que cette saison commence pour voir le développement de ces voitures et la F1 est déjà de retour dès mercredi pour ses premiers essais à Bahreïn. Pensez bien à vous abonner, à activer la cloche car on va sortir des vidéos débrief dès le samedi pour parler de ces 3 premiers jours d'essais.
En tout cas, maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Vous avez tous les outils en main pour parfaitement comprendre et suivre cette saison 2026 de Formule 1. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.